Aujourd'hui, nous sommes sur le même système, sauf que la loi cadre n'existe plus. C'est un peu la même situation. Peut-être qu'il faudrait qu'ils votent une loi pour qu'on sache clairement, quand on est élu dans le continent africain, on n'est que pour certaines choses, on ne touche pas à d'autres. Mais la loi cadre, déjà à l'époque, avait fixé les choses. Au fond, donc la loi cadre va créer une situation où il y a plusieurs leaders qui vont en fait apparaître dans le pays, hein, plusieurs personnalités. Donc Boganda en particulier, je passe. Donc sous la loi cadre, il y a eu un gouvernement en Centrafrique, en Lubangui, mais il y en avait eu aussi au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Tchad, au Cameroun, un peu partout. Ces gouvernements étaient des gouvernements issus des élections locales, relativement libres, dans lesquelles en fait on a vu des figures émerger. Boganda avait gagné l'élection notamment en Lubangui. Et lui, pour éviter de rester en Lubangui, Boganda avait décidé d'aller à Brazzaville, parce qu'on avait créé ce qu'on appelle la fédération. Hein. Il y avait un conseil fédéral à Brazzaville, et lui, comme il voulait, dans ses ambitions, réunir tout le territoire, le Gabon, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, Boganda avait souhaité qu'après la loi cadre, que les États de la sous-région de l'Afrique centrale puissent créer les États-Unis d'Afrique centrale. C'est pourquoi il avait préféré aller à Brazzaville pour aller faire avancer cette idée. Et donc il laissera le gouvernement local à un monsieur qui s'appelle Abel Goumba, qui est là au milieu. C'est lui qui sera donc le président du gouvernement local, au même titre que Léomba au Gabon, au même titre que Youlou à Brazzaville, au même titre, au Congo, pardon, à l'époque plutôt à Brazzaville. À l'époque, avant Léomba, c'était d'abord, comment on appelle, Obama. Jean-Hilaire Obama. Jean-Hilaire Obama. Et il y avait Gabriel Bisset au Tchad. Donc ça c'est quand Boganda en fait se déploie pour essayer de faire avancer les idées panafricanistes. Mais la Centrafrique manque réellement de cadre. Dans le gouvernement que Boganda laissait en Centrafrique, en effet, il y avait son étudiant, j'ai expliqué tout à l'heure que Abel Goumba fut d'abord son élève à Bambari, mais il y avait aussi un certain David Dacko. David Dacko, c'était le ministre en fait, de l'Intérieur à l'époque dans ce gouvernement local. Et il y avait aussi des Européens, un certain monsieur Guerriot. Comme il manquait de cadre, donc on a été obligé de prendre quelques Européens pour constituer le gouvernement de Barthélemy Boganda. Ce Guerriot a combattu Boganda à l'époque, quand Boganda combattait les exactions coloniales. Mais finalement, il va tourner Kazakh pour suivre Boganda. Et Boganda, manquant de cadre, il a dû le prendre dans le gouvernement. Guerriot, c'est l'homme par qui, en fait, si vous voulez, la franc-maçonnerie rentrera en Centrafrique. Dans le gouvernement que Boganda va laisser en Centrafrique, alors qu'il mène les affaires à Brazzaville, les affaires fédérales, Abel Goumba va être confronté à plusieurs problèmes. Un des exemples, par exemple, c'est que il écrit dans ses mémoires, qui dit, par exemple, une fois, il s'est rendu compte que, enfin, ça plusieurs fois, que les décisions au niveau du Conseil de ministres étaient souvent contre lui. Ce qui ne correspondait pas à une certaine réalité. C'est-à-dire, malgré le débat qu'il pouvait avoir, à chaque fois qu'il votait, Goumba se retrouvait toujours en minorité. Et après une petite enquête, il se rend compte que son propre directeur de cabinet, qui est un Européen, c'est lui qui, en fait, sortait les informations du cabinet du Premier ministre et qui était connu des autres ministres et qui faisait après l'unanimité contre lui. Au fil des recherches, il s'aperçoit que son directeur de cabinet était franc-maçon. Et que son directeur de cabinet était dans une loge qui était créée, la première loge, créée par M. Guerriot, son propre ministre. D'accord? Et Guerriot était le chef de cette franc-maçonnerie. Et quasiment la plupart des membres du gouvernement, dont David Dacko, j'ai lu expressement, puisqu'il deviendra un personnage important après, David Dacko faisait partie de cette loge-là. Or, d'après Goumba dans ses mémoires, l'une des règles de la franc-maçonnerie, c'est que tous ceux qui lui sont soumis dans la loge, lui seront soumis aussi partout. Et donc, les décisions qui étaient prises au gouvernement, comme Guerriot s'opposait beaucoup à Goumba, et donc les positions de Guerriot étaient quasiment les positions de tous les ministres. Et Goumba se retrouvait toujours en minorité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a découvert ça, il a demandé à son directeur de cabinet, il a renvoyé Manu Militari à Paris, et il a mis en garde Guerriot, il a demandé à Boganda, dans le Guerriot du gouvernement, Boganda ne pouvait pas à l'époque, parce qu'il était un peu pris dans pas mal de situations. Donc, c'est l'homme par qui, en fait, la franc-maçonnerie va arriver en Centrafrique. Alors, il faut dire aussi que durant la loi cadre, la France a expérimenté un peu quels sont les Africains, après les indépendances, qui pourraient poser problème éventuellement pour assurer sa domination. Parce que la façon de gouverner de beaucoup d'Africains ont fait que la France, après, les a soit conservés au pouvoir, soit, en tout cas, travaillé pour les faire partir. Le cas d'Abel Goumba est emblématique. Par exemple, pendant qu'il était président du gouvernement de Lubangui Chari, il a eu par exemple à traiter une affaire des cadres, comment former les cadres. Puisque tout le monde savait qu'un jour on allait aux indépendances. Il y avait des guerres au Vietnam, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait pas mal de situations.
qui montrait que d'une manière ou d'une autre, on allait aller aux indépendances. Et Abel Goumba se rend compte qu'il n'y aura pas beaucoup de cadres. Il demande à la France d'augmenter le budget pour former les cadres. Surpris, la France dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand il regarde le budget de Lubangui Chari, il se rend compte qu'une partie du budget est consacrée à la formation des catéchistes. Il dit, c'est pas possible. Le Vatican est un État. La petite Lubangui Chari, on dit qu'il n'a pas d'argent, on ne veut pas quand même financer les catéchistes pour le rayonnement de l'Église catholique. Non, je vais enlever ça du budget. À la place, je mets la formation des cadres centrafricains, puisque l'indépendance arrive à grands pas. Waouh, à l'époque, c'était extraordinaire. Le Vatican s'énerve, la France s'énerve, il y a des coupures de presse, on montre les coupures de presse en Suisse, Goumba anticlérical, anti-religieux, contre le communiste, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et donc lui, très tôt, par sa pratique du pouvoir, va déjà être perçu par la France comme celui qu'il fallait absolument écarter. Mais avant lui, il y a d'abord Boganda. Boganda qui est le super leader, qui drainait les foules, qui commençait déjà à instiller les idées panafricanistes. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'Abel Goumba, contrairement à David Dacko et à quasiment tout le monde, était le premier médecin du pays, qui est le premier qui a été formé en dehors du pays, parce qu'il était formé à William Ponty à Dakar. Donc Goumba a vu comment le foisonnement intellectuel, culturel à Dakar se faisait. Il y avait beaucoup de journaux déjà en 45-50. Alors que à Bangui, il y avait un seul journal, Bangui Lasso, tenu par un Européen en plus, Guerrillo. Donc c'est pour vous dire l'état de la culture dans ce pays à ce moment-là. Et Abel Goumba, c'est lui qui va ouvrir le message de Boganda vers Nkrumah. Ils vont faire un voyage, le premier voyage à Accra du Messane, du parti de Boganda, enfin en dehors en tout cas de la sous-région, c'était donc le Ghana. Au passage, Boganda se méfiait beaucoup d'Houphouët-Boigny, parce qu'il considérait que Houphouët-Boigny n'était pas assez clair par rapport au problème de l'unité des pays africains après les indépendances. Et donc, comme il ne voulait pas de RDA, Goumba l'a convaincu, il dit non, tes idées à toi correspondent aux idées d'un homme qui s'appelle Kwame Nkrumah. Il faut mettre un pont avec le Ghana. Et il explique dans ses mémoires, effectivement, les voyages qu'ils ont fait au Ghana et tout. Donc, la France avait déjà bien perçu cette époque-là, dans ce gouvernement local, qui devait partir, qui devait rester. Évidemment, on arrive à la mort de Barthélemy Boganda. Boganda meurt, évidemment, les Centrafricains vont le fêter demain, le 29 mars 1959, suite à un accident d'avion, puisque Boganda échoue, il voulait créer les États-Unis d'Afrique, Yulu est contre, Léomba est contre, Gabriel Issette, n'en parlons pas, et donc il se replie en Centrafrique, quand ils ont fait le vote de oui, là, à la, comment on appelle ça? À l'Union française. Non, après, oui. En 58. Oui, le référendum 58. L'Union française, c'est en 46. Ah, c'est vrai. Okay. Et donc, du coup, c'est que Boganda se retrouve quasiment seul. Il condamne Yulu, il condamne Léomba, il dit c'est pas possible, vous là, je vous comprends pas, on peut pas être pour les indépendances et être pour l'émiettement. On ne vaut rien, il faut nous unir et ainsi de suite. Donc, il se replie en Centrafrique. Normalement, à ce moment-là, son pays, comme tous les autres pays qui avaient maintenant pris le nom de République, aurait dû s'appeler République de Lubangui Chari. Boganda dit non. Mon pays va s'appeler République centrafricaine. Pourquoi? C'était le nom qu'il avait prévu pour les États-Unis d'Afrique centrale. La Centrafrique, voilà ce que ça veut dire. J'ai été choqué une fois des journalistes africains face à des analystes européens, notamment dans l'émission connue en France de Yves Calvi, où des journalistes européens se permettaient de dire ce pays centrafricain qui ne veut rien dire, on ne sait même pas d'où ça vient. Non, c'est un grand pays qui avait une grande ambition pour ce continent. La Centrafrique, c'est un grand projet, rien que ce nom de Boganda. Boganda dit, nous avons échoué maintenant, je vais continuer à me battre jusqu'à ce que nous arriverons aux États-Unis d'Afrique centrale. Dès maintenant, nous nous appelons Centrafrique. C'est pourquoi il a abandonné Lubangui Chari. C'est très important de le rappeler à nos enfants, à nos jeunes, parce que l'histoire est très très importante. Alors, Boganda meurt dans un accident d'avion. Il partait planter le drapeau centrafricain à la Lobaye, et là, dans l'avion, va s'écraser. Apparemment, le BEA n'a pas toujours trouvé de résultat. Il se trouve qu'il y a eu un accident il n'y a pas longtemps. En 3 jours, on a eu le résultat. Mais, donc, la boîte noire retenue par le BEA, depuis 1959, on n'a jamais donné les résultats. Boganda meurt, c'est une vraie catastrophe. Parce que c'est l'une des personnalités politiques les plus importantes de l'Afrique centrale. On parle pas encore de Lumumba, nous sommes en 1959. Boganda discutait d'égal à égal avec De Gaulle. C'est l'un des rares qui se permettait de dire à De Gaulle oui ou non à l'époque.
C'est une figure qui rayonnait sur toute cette région-là. Quand il meurt, c'est terrible le 29 mars. Donc, sa mort, c'est évidemment une tragédie pour la Centrafrique, mais moi je dis qu'il y a une double tragédie. Parce que nous sommes tous, personne n'est indispensable, on peut tous partir. Mais quelle est la double tragédie? La double tragédie ici, c'est que Bokanda avait une direction du Messane. J'ai expliqué tout à l'heure, cette direction était un peu hétéroclite. Il y a ceux qui étaient nationalistes, comme Abel Boumba par exemple, et il y a ceux qui étaient relativement déjà corrompus, entre guillemets, qui étaient francs-maçons. J'ai parlé de Guiriot tout à l'heure, qui contrôlait une partie du gouvernement de Bokanda. Boumba avait échappé au contrôle du Guiriot. D'ailleurs, Boumba a publié comment Bokanda combattait la franc-maçonnerie. Bokanda a publié des textes publics anti-franc-maçonniques à l'époque déjà. Et donc, la double tragédie, c'est quoi? C'est que quand Bokanda meurt, alors qu'il avait écrit que son successeur, c'est Abel Boumba, puisqu'il a formé comme élève, comme je l'ai expliqué, quand il était à William Ponty, ils ont eu une correspondance épistolaire assez régulière, il a formé intellectuellement. Quand il meurt, la direction du Messane donne le pouvoir à David Dacko. Je vous passe les détails, c'est assez croustillant si vous connaissez un peu cette histoire, où le président du Messane, un certain Nyungu, est venu, Ngunyo, est venu dire à Abel Boumba, oui, contrairement au texte et autres et tout, les vieilles femmes sont venues me voir pour me dire que celui qui va remplacer Bokanda mourra dans les 3 jours, le deuxième mourra dans les 3 mois, c'est le troisième qui va survivre. Et comme je t'aime bien, je préfère pas que tu sois ni le premier ni le deuxième, laissant David Dacko le faire. En fait, ça a été manigancé évidemment avec l'appui à l'époque de la communauté française qui était très importante à Bangui. C'est elle qui manipulait tout ça. Et donc c'est la deuxième trahison, c'est-à-dire la liquidation de l'aile nationaliste du Messane. C'est-à-dire le départ de Boumba du pouvoir. Et le fait qu'il soit allé en exil, parce qu'après David Dacko l'a combattu, il est parti en exil pendant très longtemps, c'est la liquidation de l'aile nationaliste. Bokanda pouvait mourir, comme nous tous on peut mourir. Mais ce qu'il laissait comme équipe allait garantir en fait son projet. Sauf que son équipe, l'équipe qui était en tout cas sur ses positions, Abel Boumba, a été balayée dès 60, et en 64 il est parti en exil, un peu partout dans le monde, il deviendra après agrégé de médecine et autres. Et donc, c'est l'acharnement et l'exil d'Abel Boumba, j'ai expliqué, c'est la double tragédie, c'est le basculement de la Centrafrique dans le néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui s'imaginer, quand on a connu la personnalité de Bokanda, son anticolonialisme, que la Centrafrique soit devenue la base militaire, la base arrière de l'armée française pendant des années, sous Dacko, sous Bokassa et autres. On ne sait pas si Bokanda aurait accepté ça. Vu tous les actes qu'il a posés contre le colonialisme, ça aurait été difficile, en tout cas. En tout cas, le fait que l'aile nationaliste ait été liquidée, ça a permis d'ouvrir la voie au néocolonialisme en Centrafrique et à la situation que vous connaissez. Et donc, la mort de Bokanda, la liquidation de l'aile nationaliste, va ouvrir la voie pour la première vague de ce que j'appelle la première vague des dirigeants néocoloniaux de 60-93. Vous les voyez là. Le premier, c'est David Dacko. D'accord? J'ai expliqué comment David Dacko a été, on va dire, coiffé par Guiriot, comment il a été franc-maçonnisé, si vous voulez. Et ensuite, en 66, c'est Bokassa qui prend le pouvoir. Et un coup d'État qu'on appelle la Saint-Sylvestre. Donc Bokassa va renverser David Dacko. Mais au fond, ce n'est pas un changement de système, c'est toujours des néocoloniaux qui se remplacent entre eux. Parce que David Dacko avait eu le malheur d'énerver De Gaulle pour avoir encore reconnu la République de Chine, la République populaire de Chine, avant la France. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la France s'enorgueillit pour dire que la France a reconnu la République populaire de Chine avant les États-Unis. De Gaulle reprochera à David Dacko d'avoir reconnu la Chine populaire avant la France, ce qui était une insulte. Et donc, comme il a fait des voyages en Chine, il commençait à le soupçonner d'être communiste. Mais bon, en fait, ce n'était pas vrai. Donc, du coup, on l'a déposé pour le remplacer par Bokassa, l'empereur Bokassa. Bokassa, c'était déjà un ivrogne à l'époque. Il était colonel de l'armée, on le trouvait souvent mort dans les bars, tous ceux qui le connaissent. En fait, la France avait les yeux sur un autre officier qu'on appelait Isamo. Bon, Bokassa était un peu plus intrépide, hein. Très vite il a senti la main, donc il est parti se présenter pour dire que lui, il était le bon. Donc Bokassa a pris la place de David Dacko. Son règne, tout le monde le connaît, ça a été catastrophique. Ça a été pour nous, Africains, des images déplorables dans le monde entier. Il a voulu reconstituer l'empire de Napoléon avec son sacre et autres et tout. Bokassa, son règne, c'est vraiment soudard. Il a donné à la France tout ce que la France voulait, sauf qu'il en faisait un peu trop. La France, tout ce que faisait Bokassa, hein, le monde de la France
ne voulait plus, parce que c'était l'image de la France, parce qu'on reprochait à la France de l'avoir installé, quoiqu'il rendait service comme il faut, mais c'était incapable de commencer à gêner la France. On peut remarquer aussi dans son régime, il est devenu musulman, il est devenu chrétien. Alors, à un moment donné, il lui manquait des sous, il est parti voir Kadhafi. Il a demandé à Kadhafi, il a dit, il faut que vous deveniez un pays musulman. Il a accepté. Du jour au lendemain, il revient à Bangui, il se déclare Eladj. Patassé, qui était son communiste, devient Mustapha. On le voit tous les vendredis maintenant à filmer à la mosquée. Alors déjà, il faut commencer par dire que la période de la démocratisation dans les années 90 n'arrête pas le néocolonialisme. C'est faux. Le néocolonialisme continue à faire son chemin. Puisque les conférences nationales, évidemment, ça n'arrête pas le néocolonialisme. Hein, au Congo-Brazzaville, Elf a continué à régner. Les sociétés qui exploitaient le diamant en RDC continuent à régner. Bref, il faut vraiment se départir de toute cette littérature qui consiste à dire qu'il y a eu un changement en Afrique dans ce moment-là. Pas du tout. En tout cas, cette vague des années 90 s'inaugure avec Ange Félix Patassé. Je viens déjà d'expliquer d'où vient Ange Félix Patassé. C'est un des idéologues du régime Bokassa, donc formé à la France-Afrique, qui a conçu avec Bokassa le régime de Bokassa et ainsi de suite. Il devient leader politique à partir de ce moment-là. Donc il y a un parti, le MNPC, et donc Ange Félix Patassé a la particularité d'avoir battu, écoutez bien, Abel Goumba au deuxième tour aux élections. Voilà, il y a un homme qui a combattu la France-Afrique dès les années 59 à la mort de Boganda, qui n'a pas participé à aucun gouvernement, qui a été en exil longtemps, qui a été, on va dire, avec son slogan « Monsieur main propre » en Centrafrique. Mais il était ministre de Bokassa. Non, non, pas du tout. Lui, oui. Patassé. Oui. Non, je parle d'Abel Goumba. Donc, Abel Goumba va être battu par Ange Félix Patassé en 93 lors de ces élections. Ça fait sourire quand on connaît l'histoire de ce pays-là, vu d'où venait Ange Félix Patassé, en tout cas l'homme de Bokassa. Vous avez ensuite Bozizé, qui vient à la suite, donc en mars 2003. Bozizé vient remplacer Patassé suite à un coup d'État. C'est là où Abel Goumba est revenu Premier ministre de transition. C'est ce moment-là. Bozizé, président en 2003. D'où vient Bozizé? Garde-corps de Bokassa. Chef d'état-major de Patassé. Ok? Donc c'est la lutte autour du pouvoir qui fait qu'il va lever une rébellion, il va casser l'armée centrafricaine pour chercher à prendre le pouvoir contre Patassé, appuyé par le Tchad en quelque sorte. Parce que le Tchad reprochait à Patassé d'avoir soutenu Boukouni Odé et autres. Donc vous voyez bien que il y a toute cette voilà. Et puis, le Tchad dans la situation intervient, attention, le Tchad c'est une sous-traitance française. Hein. Le Tchad ne peut pas faire ce qu'il a fait pour descendre Patassé sans que le Grand Manitou n'ait donné son accord. Parce que il y a finalement, après la période Est-Ouest, la guerre froide, la post-bipolarité, il faut bien savoir qu'il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle les puissances régionales. L'Ouganda, l'Angola, des choses comme ça. C'est-à-dire que tous ces pays-là sont des sous-traitants, finalement, des grandes puissances. L'Ouganda comme le Rwanda ne peuvent pas faire ce qu'ils font sans les États-Unis, bien sûr. Ensuite, vous avez à côté M. Djotodia qui remplace, donc en 2013, Bozizé. Bon, Djotodia, parcours assez bizarre, on ne connaît pas d'où il vient, mais les éléments qu'on a sur lui, c'est que il a fait partie d'un groupe un peu obscur qui soutenait David Dacko dans une élection présidentielle. Quelqu'un soutenait David Dacko déjà, voilà. Et de deux, il a fait partie aussi d'un groupe qui a soutenu Bozizé, un groupe d'intellectuels qui a soutenu Bozizé lors d'une élection présidentielle. Et c'est le même Bozizé qu'il avait nommé au Soudan, d'accord, dans une ambassade, enfin à l'ambassade au Soudan, comme représentant centrafricain. Et donc, c'est un homme qui venait du régime, du système et autres et tout. Et donc, il va se révéler chef des musulmans, entre guillemets, comme on l'aime le présenter, donc des Séléka, donc ils vont mettre fin au régime de Bozizé, évidemment avec la complicité de qui vous savez. Son groupe n'est pas maîtrisé par la France, parce que les Séléka vont créer un désordre tel qu'il faut s'en départir. La même France va armer les anti-Balaka, qui étaient les anciens, qui soutenaient Bozizé avec quelques mois encore, lorsqu'il y a eu la guerre entre les deux. Les anti-Balaka vont être hyper armés par la France, et du coup, ils vont s'opposer à ceux que la France avait. Enfin bref, c'est en tout cas la confrontation, comme un peu dans l'affaire de l'Angola, où Elf soutient et Savimbi, et le MPLA, comme au Congo, où on soutient. Enfin bref,
L'impérialisme fait ce qu'il veut. Il soutient tout le monde, il donne des armes pourvu que le meilleur gagne, et puis moi je continue à revendiquer le soutien que j'avais apporté. Et donc Bozizé finalement est descendu, Diotodia, son groupe n'arrive pas à prendre le pouvoir, et là il y a un consensus pour le faire partir. Dans la France-Afrique, ça se fait au Tchad. Ils ont signé des accords où finalement on va mettre fin au régime de Diotodia. Il a signé sa démission depuis le Tchad, il était parti au Tchad pour négocier. Et on va sortir une dame qui s'appelle donc Samba Panza. Cette image est géniale, parce que là, il est avec son patron. En fait, au fond, il y avait eu deux candidatures importantes. La candidature de Samba Panza et de Karim Mekassoua. Alors, on dit que l'un était soutenu par Le Drian, donc ministère de la Défense, l'autre était soutenu par le Quai d'Orsay, donc des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien des candidats. Donc, c'est bien des candidats. Donc, même dans la France-Afrique, il y a la concurrence, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est bien des candidats. Le candidat, donc, apparemment, du ministère des Affaires étrangères avait gagné, donc c'est elle. Et donc, elle est installée. Le grand Manitou est parti consacrer sa présidence. Et on la voit bien, hein, les mains. Et donc, voilà, ça c'est la session d'aujourd'hui. Donc, on ne va rien attendre d'elle, en gros. Mais à côté de ça, il y a tout un panel d'entrepreneurs politiciens. Chacun une petite rébellion là, ainsi de suite, et puis se retrouve de même ministre. Donc vous avez Charles Massy, qui était ministre de la Défense de Pakassé, d'abord, et qui a disparu, c'est Bozizé qui l'a, on dit, Bozizé l'a fait disparaître. Son fils, comment on appelle déjà, Massy, Éric Massy, d'accord, qui est apparu lorsque les forces de la Séléka ont commencé à harceler Bozizé. Il est apparu comme leur porte-parole, hein, soi-disant pour venir se venger quoi, de son père qui a été assassiné par les forces de Bozizé. Et vous avez Jean-Claude Demafou. Jean-Jacques Demafou. Lui aussi, il était ministre de la Défense de Pakassé. Lui aussi, ministre de la Défense de Pakassé. Et après, il se rebelle. Et contre Bozizé, il a continué à avoir son petit groupe armé, comme Massy d'ailleurs, hein, son groupe armé, et ainsi de suite. Souvent arrêté, souvent ainsi de suite. Et puis libéré. Aujourd'hui, il est conseiller de Samba Panza. Hier encore, j'ai appris qu'il était à Paris. Il a fait une déclaration pour supplier la France de soutenir jusqu'au bout la transition. Et Éric Massy, qui est apparu je ne sais où, on ne sait pas quel est son parcours, parce que le fils de Massy, porte-parole, et il a même pris des responsabilités quand Diotodia s'est installé entre-temps, mais Diotodia n'a pas mis du temps. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Bon. Et vous avez Dafane. Lui aussi, c'est un, bon, je ne sais pas si c'est un militaire en tout cas, mais c'est un général qu'on présente, c'est l'un des généraux qui ont comment on appelle ça, qui était derrière Diotodia sur les Séléka. Donc Dafane et voilà, apparemment ils sont aujourd'hui séparés. Et vous avez un autre Noureddine. Alors lui, c'est lui qui avait en tout cas le contrôle du groupe qu'on présentait comme le groupe qui voulait islamiser la Centrafrique sous le régime Séléka, sous le régime de Diotodia. Parce que c'est le plus musulman de tous, quoi. Hein, apparemment. Il aurait été garde-corps en Égypte, dans les pays du Golfe. Donc bref, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on ne connaît pas son parcours avant, il y a 10 ans, quoi. Ce n'est pas des gens qui ont brillé parce qu'ils ont fait des parcours politiques pour défendre les droits des populations, pour défendre les droits de l'homme, défendre une certaine idéologie politique. Non, 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 c'est des gens qu'on retrouve du jour au lendemain comme ça, exposés, chef de telle bande armée, devint ministre. Ngaïsouna, c'est l'un des chefs des anti-Balaka. Donc, les anti-Balaka, il faut juste dire que c'est Bozizé qui, au début, quand ils ont été créés, c'était ces forces, hein, que lorsqu'il a perdu le pouvoir, ces forces étaient disséminées dans le pays, qui se cachaient, qui étaient martyrisées par les Séléka. Une fois qu'ils ont été armés, finalement, ils ont sorti la tête de l'eau pour combattre les anti-Balaka. Donc, d'où le chaos. Et donc, là, j'ai pris un symbole de la schizophrénie de la Centrafrique. De la France-Afrique, pardon. Vous avez Bozizé, avec le drapeau centrafricain. Apparemment, c'est un nationaliste. Il prend son drapeau, micro dans la rue, et puis ce jour-là, apparemment, il y avait une espèce de signe de copie des jeunes patriotes ivoiriens. En fait, nous sommes le 17 décembre 2012.
au PK0. PK0, c'est au centre-ville de Bangui. C'est là où se trouve en tout cas le rond-point central de la ville. Et il y avait une avancée fulgurante de Seleka vers Bangui. Et donc, se sentant en difficulté, Bozizé sort de sa présidence, qu'on appelle le palais de la Renaissance, à 2 pas de là. Il vient au centre-ville avec son drapeau, devant les jeunes, qu'on a mutés, qu'on appelle les jeunes patriotes, à ce moment-là. Voilà. Et donc, il vient avec le drapeau national pour dire, voilà, vous êtes des patriotes. Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il parle ensemble. Le texte est sur Internet. Si vous lisez ce texte, c'est pathétique. Quelqu'un qui vient avec un drapeau national, et il va pleurer. Il va dire, la France, vous êtes mes cousins. Pourquoi vous me laissez tomber? Vous les connaissez, les Sélékakiens. Vous savez pourquoi ils viennent. Je vous ai proposé d'exploiter le pétrole. Vous ne voulez pas. Et là, je vais voir les Chinois, vous êtes contre. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? C'est-à-dire un France-Africain totalement perdu, dont les maîtres ne veulent plus, qui demande éperdument l'amour des maîtres. Mais arrêtez-les, vous savez bien ce qu'ils font. Avec un drapeau national. Le texte est en sango, le texte est public. C'est de la schizophrénie pure qui se passe dans ce pays, comme la plupart des pays africains d'ailleurs. Et donc, voilà, bon, on va lui trouver une petite porte de sortie, puisqu'ils vont trouver un accord au début, en décembre, pour faire un peu d'accalmie, mais ça n'a pas tenu longtemps. En mars, les Séléka ont quand même marché sur Bangui, il est parti. Et donc, ça c'est la situation centrafricaine. Bon, apparemment, il prépare au mois de mai ou avril-mai, là, un forum de réconciliation nationale avec les mêmes acteurs qui reviendront s'asseoir autour de la table pour décider. Donc, vous avez compris, il n'y a pas de solution centrafricaine. Pourquoi il n'y a pas de solution? Parce que, dès le départ, le problème de la décolonisation n'a pas été résolu complètement. Vous avez bien vu que Boganda est décédé, ou en tout cas assassiné, pour dire les choses comme elles sont, le 29 mars 1959. Donc la décolonisation n'est pas complète. L'aile nationaliste qui aurait dû finir le travail a été décapité du régime avec Abel Goumba. Et donc il reste en fait une équipe dirigeante qui a été en tout cas manipulée, notamment David Dabo qui a commencé à inaugurer cette période. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont quasiment les mêmes qui, chacun cherche à être adulé par la France pour être au pouvoir. Et donc le vrai problème en Centrafrique aujourd'hui, c'est que la question de la souveraineté du pays, la souveraineté, puisque ce sont les matières premières, le contrôle des matières, à travers tous ces groupes armés, il y a toujours une petite société de transformation industrielle derrière. Parce que les fameux personnages que vous avez vus, personne n'a de l'argent pour s'acheter des armes aussi chères, en général. Comment font-ils pour avoir des moyens roulants et autres et tout, alors qu'on ne les connaît pas comme industriels, comme bourgeois riches, je ne sais pas quoi, et du jour au lendemain, ils peuvent avoir 10 000 hommes, et puis pour traverser tout un territoire comme ça. Donc, il y a bien une trahison de l'élite centrafricaine qui refuse de poser le seul problème, la seule question qui va être la question de la souveraineté. Et donc, la solution panafricaniste dans ce genre de situation, pour qu'elle soit appliquée, il faut un préalable. Le préalable ici, c'est que nous devons cesser, donc il faut en tout cas mettre fin à déni du continuum colonial. La colonisation est encore là. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des responsabilités, mais il faut poser le problème comme il faut, froidement, d'accord? Deuxièmement, il faut que la capitulation historique cesse. La capitulation historique, c'est que nous n'avons pas fini, en tout cas une deuxième vague de l'indépendance doit avoir lieu. Une deuxième vague, parce que la première vague n'est pas terminée. Et on peut continuer à fermer les yeux là-dessus, on n'aura pas trouvé la solution. Il faut admettre que le sous-développement est consubstantiel au néocolonialisme. C'est-à-dire que le sous-développement n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fatalité. C'est parce qu'il y a un système qui est là, qui produit ce que ça produit. Si vous construisez 5 universités à Bangui tous les 10 ans, si vous construisez des hôpitaux, si vous construisez un système de santé, je ne suis pas sûr que les jeunes centrafricains qui trouvent l'emploi, qui sont formés, iront grossir les rangs des Balaka, des anti-Balaka et des Séléka. Je ne suis pas sûr. Parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils s'occupent et ainsi de suite. Et donc, à partir de là, le sous-développement donc, est un produit nécessairement du néocolonialisme. Admettre que la démocratie sans souveraineté est un leurre. Tout le monde se souvient du Mali. Le Mali, avant l'attaque, était le pays qu'on nous présentait comme qui a réussi toutes ces alternances démocratiques. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, fêtait la démocratie malienne. Or,
une démocratie qui ne résout pas le problème du développement n'est pas une démocratie. À quoi ça sert la démocratie? Est-ce que ça sert seulement à faire des élections transparentes, mais lorsqu'on veut toucher à l'économique et au social et aux questions militaires, et qu'on n'a pas le droit? Non, une démocratie, si c'est pour choisir des personnes qui ont des programmes politiques libres à appliquer, d'accord. En fait, en Afrique, on a dissocié deux choses. Vous pouvez être élu démocratiquement, entre guillemets, mais vous allez tous appliquer la même médecine du cheval, du FMI, de la Banque mondiale. Donc en fait, personne n'a de programme économique différent sur le territoire africain. Et si on n'est pas d'accord avec ça, vous serez frappé parce que c'est le seul programme économique, c'est le FMI et la Banque mondiale. Dépasser le carcan du micronationalisme qui isole et rend vulnérable face à l'impérialisme. Oui, parce que nos micronationalismes ne nous protègent en rien. Vous avez bien vu qu'au Congo, vous avez le Congo Kinshasa, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Le combat, quand il est micronationalistique, n'a pas d'issue. L'impérialisme vous frappe comme il veut, et sans distinction. Donc la solution panafricaniste que nous proposons, c'est la nécessité de renouer avec la politique. C'est-à-dire qu'il faut que les panafricanistes renouent avec la politique. Le champ politique africain est gangrené des personnes qui sont d'accord avec le système. Mais il n'y a pas celui qui propose un système alternatif. Nous avons toutes les thèses du monde, nous sommes tous en dehors de la politique. Il faut revenir en politique, il y a des risques à prendre, mais c'est la seule voie. Bien sûr, sans ignorer les autres voies culturelles et tout, pour pouvoir s'en sortir. Cesser avec l'évitement des forces panafricanistes. Les panafricanistes doivent s'unir, eux, déjà, avant de proposer l'unité et l'union des autres. Bâtir une organisation panafricaniste territoriale, continentale et diasporique. Il n'y a pas de victoire sans organisation. On a beau faire ce qu'on veut, s'il n'y a pas une organisation capable de nous donner une stratégie, une orientation, une tactique, il n'y a rien. Et donc il faut tout sacrifier pour avoir des organisations capables de nous mener à la victoire. Or, si on conçoit l'organisation juste comme une roue personnelle pour arriver aux affaires, ça ne sert à rien. Une organisation, c'est dire qu'on n'a pas besoin d'attendre les Lumumba tous les 50 ans, d'attendre les Sankara tous les 50 ans. Une organisation, c'est une machine qui nous produit 10 000 Lumumba, 10 000 Sankara, tout le temps pour aller jusqu'au bout de nos idées. C'est ça la conception d'une organisation. Alors vous voyez bien que chaque parti politique qui perd son leader en Afrique, en général c'est la catastrophe. Parce que ce ne sont pas des organisations, ce sont des outils personnels pour arriver au pouvoir. Donc il faut construire une organisation. Développer l'esprit fédéral dès le militantisme associatif et politique. On ne peut pas dire je suis pour les États-Unis d'Afrique et se comporter toujours en comportement micronationalistique. Si on veut les États-Unis d'Afrique, il faut avoir l'esprit fédéral dès maintenant, dans la lutte, de chaque jour. D'accord? Et ça doit être partie prenante de la lutte. Travailler à la prise de pouvoir à chaque échelon de la société. Dans la LPU, nous expliquons que le pouvoir est partout. Le pouvoir, ce n'est pas qu'être au gouvernement. D'ailleurs, il y a ceux qui sont au gouvernement qui ne contrôlent pas la vraie société. Ils patinent. On a vu en Centrafrique, quand on ne contrôle pas le territoire entier, en fait, on n'a pas de pouvoir en réalité. Donc, il faut bien théoriser le pouvoir en expliquant que avoir une association, faire des choses bien, c'est un pouvoir. Avoir une position dans un conseil d'administration à l'université, c'est un pouvoir. Mais ça dépend ce qu'on en fait. Avoir une mairie, une municipalité, où nous pouvons donner la gestion à la population, qui vote le budget de la municipalité, qui contrôle, qui a la transparence, c'est une forme de pouvoir. Mais nous, panafricanistes, c'est parce que nous serons capables de montrer que nous pouvons faire mieux à tous les échelons de pouvoir que la population nous fera confiance. Sinon, nos discours ne pourront pas toucher la société africaine réelle, qui a besoin du concret pour pouvoir avancer. Ensuite, voilà, il y avait un message au Sango pour nous faire ce Centrafrique, ils ne sont pas là, mais je vais quand même le lire. Aïtatindi, Nzasina Dawatian, Gangubusu, Suso, Ibuliti, Si Imandati Bungi Kerekwe, Tonga Sopade, Lego Akko, Ikanga Lego Nawatu. Frères courts, mes sœurs et frères de la difficulté, sachons nous unir et faire front contre l'adversité ou l'ennemi. Voilà, donc ça c'était le message qu'on va donner aux Centrafricains pour qu'ils se battent. Umoja ni nguvu.